Le 26 août 1970, 9 femmes tentent de déposer une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à la femme du soldat inconnu en expliquant « Il y a plus inconnu que le soldat, sa femme ». C'est le début symbolique et médiatique de la deuxième vague féministe en France. La deuxième vague féministe, c'est le mouvement de lutte politique des femmes qui commence à la fin des années 60. Et on parle de deuxième vague car la première vague féministe correspond aux luttes pour le droit de vote des femmes dans la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. La deuxième vague féministe, elle est née dans le prolongement des mouvements sociaux qui ont secoué de nombreux pays du monde à la fin des années 60. En France, le pic c'était mai 68. Et en fait, ces mouvements se sont avérés aussi sexistes que le reste de la société et continuent à reproduire des cadres de pensée genrés et oppressifs. Et donc les femmes ont fait sécession pour revendiquer leurs droits et faire entendre leur voix. Les revendications de la deuxième vague sont majoritairement centrées sur la libre disposition du corps, à travers notamment le libre accès à la contraception et la légalisation de l'avortement, mais aussi la reconnaissance des violences domestiques ou symboliques, ou encore la criminalisation du viol, qui n'est défini comme crime que depuis 1980, grâce notamment au travail de l'avocate Gisèle Halimi. Les enjeux de ces revendications sont synthétisés dans le slogan « Le privé est politique ». Il signifie que le politique ne s'arrête pas aux portes du foyer et que les problématiques individuelles et privées des femmes prennent place dans un cadre politique et social oppressif. Et débattre publiquement de sujets personnels comme la maternité ou la sexualité, c'est déjà politique en soi. La deuxième vague féministe se structure principalement autour du mouvement de libération des femmes, le MLF, qui est créé en 1970, et de plusieurs autres groupes qui permettent aux femmes de se retrouver entre elles, d'expérimenter d'autres modèles collectifs et d'échanger leurs expériences. C'est d'ailleurs dans les années 70 que le mot sororité prend son sens actuel de solidarité entre femmes et d'affinité autour d'expériences genrées communes. Malgré la gravité des revendications, les années 70 sont un moment de la lutte féministe qui est très enthousiaste et qui est marqué par l'humour, par la provocation et par l'expérimentation dans tous les domaines, y compris artistiques. Les artistes femmes, qu'elles soient militantes ou non, dénoncent le pacte implicite qui fait du monde de la culture un entre-soi masculin, où elles ne peuvent être que des pièces mal rapportées et où leur réalité n'est que très peu représentée. Et ces questionnements et cette créativité intense, elles s'expriment notamment dans l'art vidéo. Car au même moment, une nouvelle technologie arrive sur le marché, la caméra vidéo légère qui fonctionne sur batterie. Et en particulier le porte-à-pack de Sony qui est commercialisé en France à partir de 68. Pour la première fois, un public élargi peut filmer ce qu'il voit sur une bande. Ce n'est plus une technologie réservée au cinéma ou à la télévision. Et d'ailleurs, le porte-à-pack est si simple d'utilisation que toute une partie de la campagne de pub de Sony montre que même une femme peut s'en servir. On appelle cet équipement vidéo légère pour le différencier des caméras de cinéma, mais en réalité ça reste un appareil qui est cher, lourd et fragile. Le premier porte-à-pack disponible en France aurait été acheté par le réalisateur Jean-Luc Godard, et le deuxième par Carole Roussopoulos, qui va très vite devenir une réalisatrice militante essentielle sur la scène française et européenne. Ensuite, ils sont achetés de façon collective ou par des institutions, et ils sont prêtés entre artistes et vidéastes. Puis, au début des années 70, avec la commercialisation de la bande demi-pouce, l'accès à la vidéo est encore plus élargi. La vidéo présente plusieurs avantages qui favorisent son investissement par les réalisatrices et par les artistes femmes. Déjà, c'est un médium qui se manipule rapidement, sans vraiment de formation, qui peut s'apprendre sur le terrain et ne demande pas à passer par des écoles artistiques ou cinématographiques dont l'accès est encore compliqué pour les femmes. La vidéo légère ne nécessite pas non plus d'équipe de tournage, on peut donc filmer très directement et sans avoir à rassembler un budget énorme. En plus, la vidéo permet le brouillon et l'expérimentation. On peut tenter un enregistrement puis le retravailler ou l'effacer et ça correspond à l'ambiance enthousiaste générale du mouvement et ça dédramatise l'expérimentation et l'essai. Ensuite, la vidéo permet aux femmes d'accéder au temps et à l'espace dont elles ont besoin pour s'exprimer et que les médias traditionnels ne leur accordent pas, que ce soit du côté de la télévision, du cinéma ou des beaux-arts, et elles sont ainsi libres d'exprimer directement leur subjectivité et leur vécu sans que leurs paroles ne soient déformées. Comme le dit Anne-Marie Duguay, qui est une sociologue de l'art spécialisée dans la technologie et dans la vidéo, à ce moment-là, les femmes peuvent essayer leurs paroles à l'abri des regards paternalistes grâce à la vidéo.
Enfin, la vidéo c'est un médium neuf à ce moment-là, et ça c'est important notamment pour les artistes femmes, puisque contrairement aux médiums classiques comme la peinture ou la sculpture, la vidéo n'a pas eu le temps d'être marquée par des codes et par des canons masculins. Donc elle n'a pas d'usage prédéfini par les hommes, et du coup, contrairement au reste des beaux-arts ou du cinéma, les femmes n'ont pas à faire leurs preuves face à des siècles de création au masculin. La vidéo est donc largement investie par des réalisatrices militantes, comme Carole Roussopoulos, Nadia Ringard ou Delphine Seyrig, qui s'en servent pour créer des films ou des documentaires. En France, le premier festival international de films de femmes, Musidora, a lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en avril 1974 et présente notamment des films d'Agnès Varda, de Chantal Akerman ou de Marguerite Duras. Son affiche a été dessinée par Claire Bretéché et elle montre bien comment la caméra est vraiment envisagée comme une arme de lutte. Mais la vidéo devient aussi un vrai lieu d'expérimentation artistique, et aux côtés d'artistes masculins qu'on cite souvent comme étant les pères de l'art vidéo, comme Nam June Paik ou Wolf Vostell, se trouvent en fait aussi de nombreuses femmes, et c'est notamment le cas en France. Le terme d'art vidéo lui-même regroupe des pratiques très multiples, aux formes et aux démarches différentes, dont le seul point commun, c'est en fait d'utiliser le médium vidéo. Il y a par exemple des expérimentations proprement visuelles, comme cette première œuvre vidéo de Dominique Belloir, qui réalisait jusqu'alors des documentaires, et il y a souvent des allers-retours comme ça entre vidéo militante et art vidéo, et les frontières entre les deux sont perméables. Et comme Dominique Belloir, plusieurs artistes jouent sur les aspects techniques de la vidéo pour transformer ce qui a été filmé et ce qu'on voit à l'écran jusqu'à l'abstraction. L'art vidéo peut aussi être porteur d'un discours critique, puisqu'il est dénigré comme étant une pratique impure à la fois par le cinéma et par les beaux-arts, il devient assez logiquement un support privilégié pour réfléchir sur l'art et par extension sur la société. C'est le cas dans plusieurs vidéos de Léa Lublin, qui est une artiste franco-argentine d'origine polonaise, et en fait c'est l'artiste à laquelle j'ai consacré mon mémoire de recherche, mais je vais essayer de synthétiser les enjeux et de ne pas vous raconter toute sa vie. Mais juste, il faut quand même mentionner le fait qu'elle a arrêté la peinture en 1965 pour se consacrer à une pratique qui explore plein de médiums différents, y compris la vidéo, pour interroger les enjeux de la perception et en particulier du regard, en se posant des questions comme qu'est-ce qu'on voit quand on regarde quelque chose, comment est-ce que la société dans laquelle on vit peut conditionner notre regard, etc. Elle a notamment réalisé une série de vidéos qui sont rassemblées sous le titre Interrogation sur l'art. Elle utilise ce médium qui peine alors à être reconnu comme art, justement pour interroger la nature de l'art et ses conditions d'existence. Les interrogations sur l'art, ce sont des débats publics filmés qui s'appuient sur une trame d'une vingtaine de questions sur l'art, comme l'art est-il une névrose, l'art est-il une marchandise, l'art est-il un phénomène religieux, etc. Les questions sont écrites sur une grande toile qui sert d'appui à la discussion, et Lublin filme les échanges, et elle-même n'intervient que très peu, elle cherche à recueillir une parole libre et spontanée. Les personnes qui participent à ces discussions sont très variées, ça peut être des acteurs du monde de l'art, des passants, des médecins, des écrivains, et elles ont lieu à différents endroits, de la foire internationale d'art contemporain au parking d'un supermarché allemand, en passant par une place publique en Italie. Jorge Luis Borges disait que l'art, c'est une manière de respirer. Et comme l'art est une manière de respirer, si vous respirez le désir, si vous respirez la jouissance ou la politique, si c'est votre profonde respiration, ça c'est l'art. Et en fait, le dispositif est installé de telle façon à ce que, en même temps que les participants parlent, un moniteur vidéo leur retransmet leur propre image en direct. Donc les intervenants se voient et s'entendent parler, ils font partie de l'œuvre et ils se voient être œuvre. Ce qui est exposé, c'est donc une œuvre d'art créée en temps réel par l'intervention des personnes qui participent au débat, comme dans une performance qui ne fonctionnerait que par la participation des spectateurs et grâce au dispositif vidéo. Ça donne ensuite naissance à une deuxième forme d'œuvre, qui est le montage réalisé à partir de ces bandes vidéo, où l'œuvre n'est plus le débat en temps réel, mais la trace de ce débat à travers l'enregistrement qu'en a fait l'artiste. Mais finalement, je trouve que peut-être ce sont les deux dernières questions que tu poses qui font le tour de la question. L'art, c'est à la fois une marchandise et une mystification.
Et plus on y réfléchit, moins on en sort. Moins on en sort. À moins on en sort. Oui, moins on sort de ce problème. Léa Loublin a ensuite réutilisé le format de la bannière avec des questions, cette fois pas pour une vidéo, mais pour une sorte de performance, où elle est sortie dans la rue suivie de plusieurs spectateurs façon manifestation, en brandissant une banderole dont les questions étaient cette fois centrées sur les femmes, comme la femme est-elle le mal du siècle, la femme est-elle une propriété privée, ou la femme est-elle une bonne à tout faire. Elle a ensuite jeté la bannière dans la Seine depuis le Pont-Marie à Paris pour dissoudre symboliquement ces idées reçues. Donc, dans l'art vidéo créé par les femmes dans les années 70, il y a une part d'expérimentation visuelle et il y a une dimension de réflexion critique sur l'art et sur la société. Mais il y a également tout un pan de la création vidéo qui s'est intéressé aux femmes elles-mêmes, c'est-à-dire à se montrer et à se représenter en tant que femme et à se réapproprier son corps et son image. Tout ce que la télé, la presse, le cinéma, les beaux-arts montraient avec des yeux d'hommes extérieurs à leur réalité, elles cherchent à le dire de l'intérieur avec leur propre regard. À présent, on a toujours vu les femmes, finalement, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. En écho aux revendications du MLF pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps, les artistes cherchent à démystifier le corps féminin en le représentant dans toutes ses réalités et en le sortant de l'iconisation pour le représenter tel qu'il est et pour faire connaissance avec lui. L'idée, c'est de rompre avec les représentations habituelles, mais aussi d'affirmer que le corps est un lieu privilégié de la domination masculine. Ces artistes projettent l'individuel dans l'espace public et politique pour pouvoir questionner sa fabrication par la société, et donc on retrouve notre fameux le privé et politique. Et le comble, c'est qu'on a même reproché aux femmes d'être trop narcissiques et de trop centrer leurs œuvres sur des récits autobiographiques, ce qui n'a jamais été reproché aux hommes. Et on retrouve ces enjeux et ces problématiques centrées sur le corps dans l'art vidéo, en particulier quand il est associé avec la performance, où le corps de l'artiste est le matériau premier. Le dialogue entre vidéo et performance peut prendre la forme d'une simple captation, où la vidéo permet de garder la trace de la performance qui a été réalisée. C'est le cas par exemple avec les encoconages de Françoise Janicot, qui sont des sortes de striptease inversés où l'artiste s'enroule de ficelles jusqu'au quasi-étouffement, en écho à la condition féminine dans la société et à toutes les injonctions envers le physique des femmes. C'est aussi le cas avec les mesurages d'Orlan. C'est un ensemble de performances qu'Orlan a commencé au milieu des années 60, dans lesquelles elle mesure un espace donné en se servant de son corps comme unité de mesure. Son corps de femme devient ainsi l'échelle de valeur à travers laquelle elle appréhende le monde, et elle se mesure littéralement à l'espace public historiquement masculin. Pour chacun de ces mesurages, Orlan porte une robe qu'elle a confectionnée dans un drap de son trousseau de mariage et qu'elle lave sur place une fois les mesures terminées. Elle garde ensuite un bocal d'eau sale comme trace de la performance, en plus de la vidéo. Mais la vidéo peut aussi être intégrée à la performance elle-même et devenir un des éléments de la narration. Dans Death Control, Gina Pan réalise la performance dans une pièce fermée où il n'y a pas de public. Elle est recouverte d'asticots grouillants et elle tape des poings sur le plancher. Elle est filmée par la réalisatrice Carole Roussopoulos selon des instructions précises qu'elle lui a laissées. Les spectateurs sont dans une autre pièce, au rez-de-chaussée. Ils entendent les coups de Gina Pan à l'étage, mais la seule façon de la voir, c'est à travers les écrans qui retransmettent la vidéo en direct de son visage en gros plan. D'autres écrans diffusent aussi des images d'enfants qui soufflent des bougies sur l'air de joyeux anniversaire. Les œuvres de Gina Pan ne respirent généralement pas la joie de vivre. Le contraste entre les images de son visage envahi de vert et celles d'enfants heureux crée un choc qui renforce le côté morbide de l'œuvre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette œuvre est citée dans la version 2018 du film Suspiria. Il y a un autre exemple de performance qui est complètement construite autour de la vidéo, ce sont les rituels de Nili Alter et Nicole Croiset. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ces deux artistes dans ma vidéo sur la prison, et je vous mets le lien juste là. La première installation vidéo de Nili Alter, c'est La femme sans tête ou La danse du ventre, où elle se filme en gros plan et en écrivant autour de son nombril un extrait d'un texte de René Nelly qui dénonce l'excision. C'est aussi une référence à des rituels musulmans turcs où des hommes écrivent sur le ventre des femmes stériles ou désobéissantes dans une volonté de contrôler leur corps.
Dans son travail, Nil Yalter analyse souvent les rites et les traditions de son pays d'origine, la Turquie, et c'est le cas dans la performance Les Rituels qu'elle a donc réalisée avec Nicole Croiset. Cette performance est construite autour de deux types de rites traditionnels turcs, ceux liés à la chasse pour les hommes et ceux liés à la reproduction pour les femmes. Ce sont des rituels qui marquent une séparation nette entre les sexes, mais les artistes s'attachent justement aux correspondances qui existent entre les deux, dont la majorité sont des actions des femmes qui ont des conséquences négatives sur les activités masculines. Pour entrer dans le détail, l'espace de la performance est divisé en deux zones. Chaque zone est occupée par l'une des artistes et comprend une caméra et un écran. Ce que filme la caméra d'une zone est diffusé en direct sur l'écran de l'autre zone, en alternance avec des vidéos préenregistrées. À chaque fois qu'une des artistes évoque un rite, l'autre transgresse l'interdit à ne pas franchir lié à ce rite, et la vidéo préenregistrée montre les conséquences de cette transgression. Par exemple, au moment où Nicole Croiset purifie les armes de chasse par le feu, Nil Yalter touche son écran qui diffuse les images de ses armes, alors que la femme n'a pas le droit de toucher à ces armes en particulier. On voit la conséquence de cette transgression en direct, avec du gibier en fuite qui apparaît sur l'écran. Autre exemple, l'une fait tomber une goutte de sang dans un verre d'eau et l'écran de l'autre montre tout de suite des poissons morts, puisque selon la croyance, si une femme qui a ses règles se baigne dans une rivière, ça tuerait tous les poissons. La jeune fille, au contraire, est destinée à quitter la maison de ses parents pour aller fonder ailleurs un nouveau foyer. Si les gouttes de lait restent en surface ou se mélangent au liquide, c'est une fille. L'idée de cette performance, c'est déjà de montrer que les aspects négatifs des rites traditionnels turcs sont souvent liés au genre féminin et qu'il y a une construction genrée du rite, mais c'est aussi de façon plus générale de montrer l'impact des croyances sur le quotidien et le pouvoir de formater qu'elles peuvent avoir. Dans cette performance, la vidéo mène la narration et permet de donner à l'œuvre une autre dimension en jouant sur l'interaction. La vidéo et la deuxième vague féministe ont donc une rencontre heureuse, inventive et enthousiaste, autant dans les arts plastiques que dans le cinéma. La création artistique féminine et l'art vidéo en particulier participent du décentrement général opéré par la deuxième vague féministe qui a fait éclater les enjeux et les perspectives de la société. La création vidéo se nourrit elle-même des questionnements du MLF qui participent de la remise en cause générale de la société patriarcale et de la valorisation de sujets qui sont situés en dehors de l'androcentrisme. Ça ne veut pas dire que toutes les œuvres ou les artistes dont j'ai parlé sont à approcher selon le prisme du féminisme. Elles ne se revendiquent pas toutes féministes et ne sont pas forcément proches de collectifs structurés, ce qui ne les empêche pas de mettre en critique certains aspects de la condition de la femme dans les sociétés occidentales. Si leurs œuvres ont gagné en visibilité durant les années 70 comme jamais auparavant, il reste un travail énorme à réaliser pour atteindre une égalité de représentation dans le monde culturel, mais aussi pour faire connaître et diffuser le travail de ces premières artistes de l'art vidéo qui ont ouvert la voie à toute une génération d'artistes contemporaines qui investissent toujours très largement l'art vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le meilleur moyen d'encourager les créateurs de vidéos et les créateurs de contenu en général sur internet que vous appréciez. Et vous pouvez aussi partager la vidéo pour faire connaître mon travail, ça serait vraiment génial. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.